l'intellect. C'est ça qui prévaut. Quelqu'un qui est jeune, qui est idiot, ou paresseux, ou sans imagination, il sert à quoi sinon à être sous l'ombre et à faire le Congo ça. Quelqu'un qui est intelligent, même Bouteflika dit hier, l'Algérie, on n'a pas appris qu'il y a un coup d'État. Et on n'a pas dit que l'économie algérienne a baissé, attention. Et le président... Est-ce que l'exemple de Bouteflika est-il le meilleur? Je n'ai pas fini. De tout, il n'est pas le pire. Il y a parfois, les tombes même dépassent certains présidents vivants. Alors, quand vous prenez la Tunisie, le président a été élu, il avait 88 ans. Vous comprenez? C'est la capacité intellectuelle, physique, surtout le patriotisme de la personne, surtout son désir d'être utile. Il y en a qui veulent être président parce qu'ils sont des juristes inconnus et ils veulent se faire connaître. Non, il faut avoir un esprit de générosité. En quoi je serai utile à mon âge? Qu'est-ce que je ferai pour le Cameroun pour que moi aussi je laisse des traces positives? Voilà ce qui devait diriger une candidature. Avez-vous le sentiment que vous ne pouvez être utile que si vous êtes président de la République? Non, pas que. Aujourd'hui, vous m'avez invité. Pourquoi vous m'avez invité? Vous n'avez pas invité quelqu'un de Deido. Mais tout simplement parce que vous estimez que celui-ci mérite d'être invité. Absolument. Donc, sur ce plan précis, je suis utile. Et ce que je fais, on a parlé de la tripartite, on a parlé de la mission que le président m'a confiée. Mais ça montre que je suis utile encore. Mais cela doit être prorogé et en ayant mes capacités, ma liberté d'action, et vous verrez ce que je peux faire pour ce pays. Mais vous avez l'habitude, ou régulièrement, lors des précédents scrutins, d'ailleurs vous l'avez refait ce soir, vous avez l'habitude de dénoncer l'organisation des élections. Oui, je suis allé voir Azou, je suis allé voir Tanimou, je leur ai dit, si vous voulez que votre organe soit utile, il faut qu'on vous rende responsable de l'organisation des élections, des inscriptions jusqu'à la proclamation des résultats. S'ils sont responsables et seuls responsables, même par crainte pour eux ou pour leur famille, ils seront obligés de mener les opérations électorales à bonne fin. Mais si vous mélangez, vous savez là où ça se gagne le plus souvent, c'est les commissions départementales. C'est là où on met du n'importe quoi comme membre, notamment l'administration territoriale, qui croit que servir un homme, c'est servir un pays. C'est faux. Et puis, cette hiérarchie bigarrée, c'est pas ça qui fait un pays. Donc, vous estimez que les fonctionnaires sont au service de l'homme bien et non de... Je n'ai pas dit les fonctionnaires, certains fonctionnaires. Il y a toujours des turiféraires. Moi, je suis fonctionnaire. Administrateur civil principal, hors tout, n'est-ce pas? Mais je dis au président ce que je pense. Et il accepte ce que je pense. Parfois, d'autres sont en train de trottiner pour qui n'arrivent même pas à se faire entendre ni à se faire recevoir. Vous comprenez? Il faut savoir distinguer les choses. Les turiféraires, un jour, le président m'a entretenu. Je lui ai dit, le jour où il m'a nommé ministre, j'ai dit, monsieur le président, je ferai tout ce que vous me direz en tant que votre ministre pour mener votre politique. Sauf une chose, je ne sais pas être griot. Et il m'a développé une philosophie sur le griotisme, à tel enseigne qu'aujourd'hui, quand je vois certains qui voient du griotisme, je me demande s'ils n'est pas en train de sourire. Pourquoi c'était certain? Mais, vous savez, les griots au Cameroun, ce n'est pas ce qui manque le plus. Hein. Dans le gouvernement, il y en a? Mais il y en a partout, même dans les journalistes. 3 noms? Dans le gouvernement. Non. Je vois bien que vous êtes... non, c'est la vérité. Enfin, chacun est fabriqué à sa manière. Il y a des gens qui ont la notion d'humilité, d'intégrité, de sens de l'honneur. Et il y en a qui n'ont pas de sens de l'honneur. C'est des êtres qui sont en train de vivoter. Hein? Et puis, qui ne savent même pas quel sens ils donnent à leur vie. Quand on est vivant pour faire quoi? Manger, boire, dormir, aller à la boîte même n'existe plus vers l'hôtel Lendé ou bien Black and White. Non. Il faut chercher à être utile. Utile pas à soi seulement,
mais utile au pays, utile aux autres. Parfois, quand je passe, je vois des gens qui tendent la main, qui n'ont aucun moyen. Je m'arrête et je leur donne le paix que j'ai. Ça, je pense que je suis utile pour cela. On l'a dit dans vos interventions précédentes. En 92, vous étiez le directeur de campagne de Ni John Fong. Exact. Alors, dans cette campagne pour la conquête du pouvoir, pensez-vous que l'opposition peut faire front commun pour aller contre le RDPC, par exemple? Non, justement, les gens font une erreur. Pour qu'il y ait démocratie, il faut deux conditions. L'une ou l'autre. Ou bien avoir un pays démocratique avec bipartisan, c'est-à-dire deux partis comme en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, vous êtes avec A ou vous êtes avec B. Absolument. Et vous choisissez celui qui a le meilleur programme et les meilleures aptitudes. Ou bien, à défaut du bipartisme, créer un système électoral à deux tours comme en France. C'est-à-dire, soyez 1000 partis si vous voulez, allez vous mesurer au premier tour et retenons les deux premiers au deuxième tour et que chacun s'allie derrière qui il veut et on va faire la concurrence. À ce moment, le peuple choisit qui il veut et celui-là aura forcément la majorité absolue derrière lui. Mais quand un président est élu avec 25% parce que il est dans un système multipartisan qui n'est pas démocratique, ça ne sert, ce n'est pas une élection. C'est un jeu d'enfants. Et j'insiste sur cette histoire d'élection à deux tours. Si Froudi avait réussi en 92 à se placer là où il était, n'est-ce pas? C'est parce qu'il avait quand même son groupe et moi. Je venais de démissionner, j'avais toutes les couronnes, pas d'épines comme certains, sur la tête. Et ma part, la sienne, ajoutée, Froudi avait gagné la Stolen Victory. Voilà. Appelez ça victoire ou victoire volée ou gagnée, mais il l'avait. Et la Cour suprême a dit autre chose. Sur le plan des libertés. Oui, la Cour suprême a dit, Gargassi, est-ce que tu peux me donner le milliard qu'on me donne toi là? Un jour, espérer voir le jour. J'ai toujours souhaité, et dans mon livre du programme de l'ADD, j'ai dit la construction du barrage est un impératif. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai l'impression qu'on construit des barrages pour distribuer des indemnisations aux populations amies. Vous prenez Memphelé. Par rapport à Nachigal, Memphelé ne représente rien. Le nombre de mégas de puissance installée à Songloulou serait inférieur au nombre de mégas de puissance installée à Nachigal. Nachigal plus Songloulou suffirait largement pour tout le sud du Cameroun. Lac d'eau, il y a encore, j'ai été voir, moi je vois, je vérifie, je ne parle pas dans l'air. Le barrage Lac d'eau, c'est dans une colline. Et il y a le fleuve qui passe entre deux berges de collines. On peut encore percer de part et d'autre du barrage actuel pour mettre des turbines. On met des turbines plus celles qui existent, tout le Nord aura son énergie. Je ne suis pas ingénieur, mais on n'a pas besoin de passer par Polytechnique ou par l'École centrale de Paris pour réfléchir. Alors, Nachigal, vous savez, un jour, je l'ai dit, je ne sais pas si c'est à votre antenne ou à Canal 2, la réaction que j'ai eue des populations, la Léquier, ce n'est pas sur l'énergie qui va être produite. Ils ont dit, voilà quelqu'un qui parle bien. Nous aussi, nous aurons des indemnisations. Et ce qui se passe en matière de... Quand on a construit Bamenjin, Songloulou, Mbakau, Chifidi à Guider, Tchanaga à Mokolo, on n'a jamais indemnisé un franc à quelqu'un. Dernièrement, je ne sais pas, quel premier ministre est allé réveiller une histoire de 1983 où la SONEL avait fait des études, avait fait le barrage. Un premier ministre a signé un décret d'indemnisation en 2013. J'ai dit 83-2013. Pendant ce temps, les cultures sous-jacentes étaient pourries. Absolument. Qui peut retrouver les limites
du champ ou la propriété de X ou de Y. C'est une mafia qui est en train de... vous dénoncez, évidemment. Et moi, je ne crois qu'au barrage de Nachtigal. Le jour où ce barrage sort, je vous dis, Sud Cameroun, parfaitement tranquille. Le jour où on ajoute des turbines à Lagdo, nous aurons résolu. Et cela ne nous empêche pas de continuer de faire des recherches. Et puis, l'énergie. On nous a dit qu'il y a du pétrole à Ouassa. Ça, c'est laissé depuis au moins 30-40 ans. Qui a fait les recherches de faisabilité? Même si c'est du 3 fûts que nous obtenons, ça allait atténuer le délétage que nous vivons en ce moment. Non, on laisse ça. L'or que nous avons à l'Est, on laisse les Chinois exporter ça. On ne prend pas les choses au sérieux. Voilà, c'est pourquoi je suis candidat. Et je sais que ces choses, si je vois les dilapidations d'argent de notre budget, de nos finances publiques, par rapport aux besoins des Camerounais, je vous jure, si on réduisait même d'1/5 cette dilapidation, le coût de la vie baisserait et le niveau de vie des Camerounais s'élèverait. Augmenterait. Vous parlez justement de finances, on va parler du franc CFA. Oui. On y reste, on en sort? Aucun problème. On n'est pas de... Non, le franc CFA, il ne s'agit pas de sortir pour sortir. C'est la matière monétaire. Vous savez, je crois qu'il y a... c'est Friedman qui a dit la monnaie est une chose trop sérieuse pour être laissée rien qu'aux financiers, comme quelqu'un a dit la politique est très sérieuse pour être laissée aux militaires. C'est à peu près ce parallélisme-là. Le franc CFA, en lui-même, c'est de l'argent. Mais il faut savoir comment on crée la monnaie. Il ne s'agit pas d'écrire 100 francs ou 10 000 francs sur un papier. Il faut que ces papiers soient gagés, soient appuyés par une garantie de valeur. Cette garantie vient de nos importations et de nos exportations. Pour ceux qui n'ont pas fait d'économie, quand vous importez quelque chose des États-Unis, de la Chine, ce n'est pas avec le franc CFA que vous achetez le produit. C'est avec la monnaie de ce pays. Et pour que vous puissiez avoir cette monnaie, vous échangez vos francs CFA contre cette monnaie. Or, si on veut acheter le cacao, le café, le bois chez nous, c'est avec le franc CFA. Et eux aussi, ils cherchent à acquérir le franc CFA. C'est ça qui constitue le panier de devises. Vous puisez dans vos devises pour importer, et ils puisent dans leurs devises pour importer nos produits. À partir de ce moment, il se pose un problème de poids, des échanges commerciaux. Ce n'est pas le Cameroun seul qui doit faire son franc CFA. Le Nigeria a le Naira qui vaut ce qu'il vaut, mais il existe. Si les francophones, là, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, etc., décidaient de faire une monnaie, mais dans mon livre, vous verrez que moi, je veux une monnaie unique africaine, dans le mal africain. Une monnaie unique africaine. Nous avons toutes les garanties pour que cette monnaie, à aucune bourse de valeur, ne puisse descendre. Mais les gens, ou ne maîtrisent pas la matière monétaire, ou bien sont légers. Donc vous estimez que c'est un faux débat? Ce n'est pas c'était un débat non approfondi, ou bien c'est un débat entretenu par des plaisantins, des plaisantins qui ne connaissent rien en matière monétaire. L'émission monétaire, ce n'est pas un rouleau de papier qu'on tourne. Si tout est calculé, il y a des indices de fabrication de monnaie, il y a l'influence de la monnaie dans l'économie. Dernièrement, j'ai vu l'histoire de téléphone. On dit, vous pouvez payer vos impôts par... Mais en soustrayant de l'économie nationale le flux monétaire, vous cessez d'entretenir la base. Vous comprenez? Et surtout que nous sommes dans la zone CEMAC. La zone CEMAC signifie que c'est une zone monétaire où la monnaie, la valeur monétaire ne doit être fixée que par les pays membres. Absolument. Le Cameroun a pris une loi en faisant de la monnaie électronique une monnaie.
sans que ça soit un acte de lassement, ce qui est irrégulier et irresponsable. Donc il y a beaucoup de problèmes de monnaie, mais le franc CFA, tel qu'il est, il peut sortir, mais il ne s'agit pas de sortir pour sortir. Il faut réfléchir et nous avons des économistes. Pas ceux qui tambourinent à longueur de journée, qui ne comprennent rien à rien. Sur la question de l'endettement, au début des années 2000, nous avons été éligibles au programme PPTE, Pays pauvres très endettés, ce qui nous a permis complètement de nous défaire de notre dette ou alors d'une très bonne partie de la dette. Curieusement, nous sommes en 2017, nous sommes dans un processus d'investissement accéléré avec des grands projets pour l'émergence en 2035 et du coup, les signaux sont en train de s'illuminer pour dire attention à votre endettement. Vous partagez la même crainte des économistes? Non, c'est-à-dire, pour faire une chose, il faut toujours la simplifier. D'accord. Quand vous allez à une banque, vous demandez du crédit. C'est ça l'endettement. Absolument. Vous demandez du crédit, le banquier va dire, attendez, je vais procéder à l'analyse de votre bilan. Je veux voir le haut de votre bilan, c'est-à-dire l'actif contre le passif, mais le haut signifie les immobilisations d'un côté, le capital de l'autre, etc. Et on voit votre capacité à rembourser. Si votre capacité à rembourser en empruntant est suffisante, on vous donne le crédit, on sait qu'on sera remboursé. Si votre capacité de remboursement est insuffisante, on dit attendez, on va voir. Bon, maintenant, il y a d'autres méthodes. La Banque mondiale, la BED ou le Fonds monétaire peuvent dire nous allons vous soutenir et servirait de garantie pour que vous empruntiez. Mais une garantie, si elle-même n'est pas respectée, demain vous n'aurez pas de garantie et le premier emprunt n'aura pas été remboursé. Donc c'est cette histoire au niveau de l'homme que vous devez transposer au niveau des États. Dernièrement, la réunion qui a eu lieu à Bangui, c'était à la suite de ça. C'était le poids de l'endettement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il dévaluer le franc CFA pour résoudre le problème de l'endettement? Ou comment procéder? Or, s'il faut dévaluer, il faut dévaluer, mais à ce moment, quand on dévalue, ces produits seront moins chers à l'étranger, donc seront achetés plus vite. Absolument. Mais qu'avons-nous à exporter pour que ça se vende vite et en grande quantité? Ce ne sont pas des produits industriels. Vous ne tournez pas la machine pour en augmenter la quantité. Non. Donc, nos produits ne permettent pas une dévaluation qui puisse rapporter. Et qu'est-ce que les chefs d'État ont décidé? Et sans que je sois chef d'État, j'apprécie la sagesse. Ces États ont dit en réalité, importation pour importation, si nous voulons importer à la dimension de nos moyens, réduisons des importations inutiles. Vous prenez un sous-directeur, vous lui donnez une Pajero de 82 millions. Et ça rapporte quoi à l'économie camerounaise? Vous voyez des individus dans une voiture qui peut-être c'est la première fois même qu'elles y entrent, et l'État s'épuise. Mais l'importation a déjà eu lieu. Le yen, puisque le Toyota vient du Japon, le yen a été acheté et vous avez épuisé votre réserve de devises qui est gérée en France. Donc, c'est tout cela qu'il faut réfléchir. C'est des indices. On peut informatiser ça et mettre des lignes, des barres rouges. Attention, par ici, poussons tel indice, par cela, etc. Non? Ah non, vraiment. Non, mais il y a des moments où c'est ridicule et ça me fait rire à voir certains responsables. Alors, monsieur le ministre, nous sommes dans une dizaine de minutes, pratiquement, on en sera à la fin de l'émission. Je vais vous donner 3 noms progressivement. Oui. Vous me direz ce que vous en pensez, comment vous les connaissez, quelle appréciation vous en faites. Félix Abaleko, de Regretter Mémoire. Oui. Vous récitez les 3 ou... Non, je commence par celui-là. Félix Abaleko a été mon patron. D'accord. Félix Abaleko a été le gouverneur du littoral, l'inspecteur fédéral du littoral. Et il m'a dit quelque chose un jour. Il dit, quand il était inspecteur fédéral, il a traversé le pont sur le Vouri et il a pris soin de voir quelle est la longueur du pont sur le Vouri.
Et un jour, Aïdjo, en visite officielle ici, le prend, il traversait, et Aïdjo lui demande, mais ce pont-là, il fait quel... Et Sabal lui a donné ce qu'il savait, il dit, j'étais heureux d'avoir fait ce travail. Et le jour où Aïdjo m'a nommé secrétaire général de la fonction publique, Aïdjo m'avait dit, tu vas travailler, parce qu'il me tutoyait, tu vas travailler avec Sabal, il est l'un des nôtres. Je ne sais pas, l'un des nôtres signifie qu'il est musulman ou il ne l'était pas. Il est de Maroua ou de Garoua, ce qui ne l'était pas. L'un des nôtres signifie que, en fait, il est avec le pouvoir. Sous-entendu, moi-même, j'étais dedans. Alors ça m'a flatté. Bon, voilà, Sabal, il a été mon patron. Et tout ce que je lui ai proposé, Sabal n'a jamais rejeté. J'étais son secrétaire général à la fonction publique. Je lui restais reconnaissant, puisque c'est de là que je suis nommé directeur général de la Banque de Boston. Martin Bangangele? Alors là, ça me gêne parce que c'est un frère. Ce n'est pas parce qu'il est né en Balmayo, moi en Maroua. Mbargangele était commissaire de police quand moi je sortais de l'ENAM administrateur civil. Et le 26 juin, je crois, 69, on nous a nommés tous les deux. Moi, j'avais 25 ans, lui un peu plus. Lui, rang de sous-directeur chargé de renseignements généraux. Moi, sous-directeur administratif et financier. Et depuis, nous sommes restés comme ça, comme des jumeaux. Et nous nous apprécions réciproquement. Et il est mon frère Bargangele. Et il le restera. Sanda Oumarou? Sanda Oumarou, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont morts. L'ancien ministre? Mais justement, il y a Sanda Oumarou, l'ancien ministre de Maroua, qui est mort, qui était ministre de chez moi. Il a démissionné en même temps que vous, sensiblement à la même période, au début des années 90. Sanda Oumarou de Ngaoundere? Oui. Il n'a jamais démissionné, on l'a cherché. Ah, d'accord. Non, il n'a pas démissionné. On dit Kamto a démissionné. Kamto lui-même n'était pas ministre plein. Il était ministre délégué. Le ministre était le porteur de sac. Hein? Un secrétaire d'État a un domaine de compétence. Un ministre délégué, il attend qu'on lui délègue. Et comme il publie ce qu'on lui a délégué, c'est des porteurs de sac. Sanda Oumarou était ministre, un ministre très compétent, un petit frère, un jeune frère d'âge comme moi, mais qui est dégoûté par la politique. Et je crois, à cause de ça, il s'est détaché carrément de tout. J'avais appris qu'il voulait faire de l'élevage, mais ça m'étonnerait parce que Sanda n'est pas un berger. Mais il est devenu un grand directeur général à Meiganga. Vous voyez l'eau pure d'un commerçant qui n'a pas été à l'école, mais qui utilise les connaissances de Sanda Oumarou. Et Sanda Oumarou s'en sort merveilleusement bien à Meiganga. Aminatou Aïdjo. Aminatou Aïdjo, vous voulez me mettre, c'est ma fille. Tous les YouTube, partout vous allez, vous tapez mon nom, Aminatou va sortir. Vous tapez Aminatou, mon nom va sortir. Je la considère comme une petite sœur. Vous comprenez? Absolument. Et je l'apprécie. Quand il y avait eu des élections, je lui avais adressé des pics. Et c'est des élections. C'est normal que je la dénigre pour gagner des voix à Garoua. Et j'en avais gagné. Je ne sais pas si c'est à cause. J'ai eu 22% à Garoua deuxième. 22%, c'est l'un de mes grands scores. Si on avait si on n'avait pas approuvé mes pics, j'aurais eu moins de 22%. Mais on n'a jamais de problème. Et sa mère est comme ma cousine parce qu'elle est la camarade d'une de mes cousines métisses comme elle. Et sa mère, on se parle de temps en temps. Vous croyez au retour de la dépôt du président Aïdjo? Vous y croyez? Le problème n'est pas que j'y crois ou que je n'y crois pas. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une croyance non plus. Ça dépend de la volonté de la famille. Madame Aïdjo, j'en ai parlé. Madame Aïdjo, je suis très libre avec elle. Elle est comme si c'était une tante ou une cousine. Je vous dis, elle est la camarade d'enfance d'une de mes cousines, métisse comme elle. Et Madame Aïdjo m'a tout dit. Elle dit, je peux revenir quand on veut, mais avec les honneurs dus au rang de Aïdjo.
Mais je ne peux pas accepter qu'on rapatrie le corps de Ahidjo comme un vulgaire type. Elle a parfaitement raison. Quand même, prenez l'Internet, cherchez le discours de Ahidjo le jour où il a dit ma conviction, ma profonde conviction, vous verrez un grand homme. Vous comprenez? Et rien qu'après avoir désigné Biya comme son successeur et que Biya est là avec nous depuis 33 ans, ça fait de lui encore un grand homme avec des mesures de plus. Donc, il peut revenir, mais il faut lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Puisqu'on dit, les gens qui sont morts, du maquis, on doit ériger des statues pour... on risque d'avoir des champs de statues au Cameroun. Et pour finir, Bello Boba Maïgari. Non, je ne peux pas me prononcer contre un petit frère. C'est un petit frère qui a son parti, qui me respecte, qui me prend au sérieux. Et nous n'avons aucun problème. Bon, quand l'UNDP voulait m'assassiner en 92, je ne sais pas. Assassiner physiquement ou politiquement? Physiquement, il s'était programmé à Gazawa aux élections de 92. Je l'ai écrit et ils me l'ont confirmé. Et du coup, d'ailleurs, j'ai coupé avec deux des membres de la Réunion qui avaient décidé mon assassinat parce que j'étais très proche de ces deux-là. Ayant participé à cette réunion, j'ai dit croire sur eux et à vie. Je ne peux pas aimer quelqu'un, vivre avec quelqu'un, le mettre dans mon cœur et il participe à un complot, à une conspiration contre ma personne. J'ai mis une croix, mais Bello, je n'ai pas mis de croix sur lui. Je m'en voudrais de ne pas vous demander vraiment la dernière personnalité que je vais citer, Kavaye Djibril. Kavaye, d'abord c'est moi qui l'ai proposé pour être ce qu'il est. Président de l'Assemblée nationale. Vous prenez mon livre, Prémémoire d'un homme public, vous trouverez la lettre que j'avais écrite au président du RDPC. Okay. Je venais d'organiser les élections législatives de 92 dans l'extrême nord. J'étais au gouvernement. J'étais le seul ministre de l'extrême nord. Les autres étaient des secrétaires d'État ou autres. Et j'avais fait, à l'exception de Yogon et Charlie, c'est moi qui ai fait toutes les listes. L'UNDP a gagné toutes les régions. Majorité absolue, sauf l'extrême nord. Et j'avais réussi à décrocher 13 députés de l'extrême nord. Et dans ces 13, il y avait le Mayo Saba. C'est moi qui ai fait la liste de Mayo Saba avec Kavaye dans ma maison, chez moi à Maroua, à quartier Makabaye. Et je lui ai dit, je ne te mets pas en tête parce que tu n'es pas populaire. Je mets Ababoukar. D'abord, il est Mandara, et c'est les Mandara qui sont les plus nombreux. Et je te mets en deuxième position. On s'est entendu. Et quand j'ai eu 100% des 4 candidats du Mayo Saba, et chez moi à Maroua, j'ai eu 0, j'ai dit, je vais me venger contre mes frères de Maroua. Je vais mettre ce qu'ils appellent un Kirdi comme leader à l'Assemblée. Et j'ai proposé que Kavaye devienne premier vice-président de l'Assemblée parce qu'il était question que Achidi devienne président de l'Assemblée. J'étais sûr, mais entre-temps, les anglophones changent de position. Ils disent qu'ils veulent plutôt le premier ministère, je n'étais pas au courant. Et ils montent ma proposition pour faire de Kavaye le président de l'Assemblée nationale. Et du coup, pour m'écarter indirectement, parce que dans la même région, on dit deux crocodiles mâles ne peuvent pas vivre dans une même mare. Absolument. Alors donc, voilà comment Kavaye est devenu président de l'Assemblée. Il le sait. Un jour, il m'a remercié à son domicile. Il a réuni tous les Kirdis qui travaillent chez lui. Quand on dit Kirdi, c'est montagnard, ce n'est pas injurieux. Absolument. Il les a réunis, il dit, si vous êtes ici, c'est à cause de moi, lui, Kavaye. Si je suis ici, c'est à cause de ce monsieur. Personne ne m'a rendu un tel hommage que Kavaye ce jour-là.